Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous avons reçu notre jeune professeur. Il va nous parler sur un thème très profond et le thème c'est la Renaissance africaine. Alors, on va accorder la parole chez notre jeune professeur pour savoir à peu près ce qu'il est. Euh, Monsieur, nous entendons vraiment parler de vous dans nos quartiers. Nous voulons à peu près savoir ce que vous êtes. Qui est vraiment Idriss Dumercy? D'accord. Ok, merci beaucoup pour la parole accordée. Idriss Dumercy, il est fondateur d'un mouvement appelé l'éveillisme. Dans l'éveillisme, vous pouvez voir déjà qu'il y a un mot, l'éveil. Okay. Il s'agit tout simplement d'un empire de liberté, des jeunes qui ont déjà pris conscience, des jeunes qui sont capables de lutter contre les différents phénomènes, au fléau notamment la délinquance, le vol et autres. Voilà, l'évéisme, c'est justement aussi un empire philosophique, okay, un mouvement où chacun peut venir et apporter ce qu'il veut. C'est un mouvement justement aussi qui a une vision un peu panafricaniste. Voilà, donc parler de l'évéiste, c'est comme voir un panafricaniste, un jeune philosophe en devenir. Alors, Idriss Dumercy est aussi formateur en centre d'éducation, il est enseignant, il est aussi philosophe et rédacteur libre. Ok, alors Monsieur Dumercy, quel concept mettre sur table pour parler la Renaissance africaine? Très bien. Pour parler de la Renaissance africaine, il y a justement des concepts ou des domaines à mettre en jeu, notamment la religion, que je consacre, que je constitue comme un premier facteur qui mérite d'être exploité. Il n'y a pas que la religion, il y a aussi la politique, il y a la société, il y a l'éducation, tout ce qui a un trait avec la culture. Et bien différents aussi domaines qui peuvent poursuivre. Ok, merci. En parlant de la religion, comment la définissez-vous vis-à-vis de la Renaissance africaine? Voilà. Je définis la religion comme étant un frère, permettez-moi, puisqu'il y a plusieurs pléthores de raisons qui peuvent justifier cette thèse-là. Justement, en partant d'abord de l'historique, on va voir que la religion a toujours été un frère, surtout en ce qui concerne les religions importées, notamment le christianisme aujourd'hui, et ainsi que d'autres. Voilà, donc la religion, c'est justement un facteur qui empêche aussi, en quelque sorte, l'Afrique à retrouver ses vraies valeurs. Puisque tant qu'on voit encore la religion, tant qu'on voit encore les Africains inscrits dans des églises, et voilà, qui sont là, quand on prêche ce qui est contre la vérité, c'est-à-dire les contre-vérités, on ne peut pas parler de la Renaissance. Pour parler de la Renaissance, il faudrait donc qu'on puisse d'abord nous s'échapper de la religion et penser à autre chose. Ok, monsieur Dumercy. Alors dites-nous, faudrait-il bannir la religion pour la vraie reconnaissance africaine? Si oui, et qu'en est-il de l'idée de Dieu en Afrique? Ok, très bien. Faudrait d'abord que vous compreniez une chose, c'est qu'en parlant de la religion, c'est pas toujours aussi un mouvement ou une doctrine où on doit voir Dieu. C'est une confusion qui règne dans notre société africaine et on définit un peu la religion comme un mouvement où peut-être voilà, là où dort Dieu, là où non. La religion, en fait, c'est tout simplement une doctrine, c'est un mouvement des hommes, tout comme on peut envisager avec la politique. Voilà, justement, donc bannir la religion, c'est pas vraiment proche à l'idée de exclure Dieu. D'ailleurs, nous savons très bien que c'est impossible d'exclure, ou bien de bannir un être supérieur, un être qu'on ne peut même pas percevoir avec deux sens, mais qui se manifeste quand même. Dieu est toujours au-dessus, il sera toujours là comme étant maître. Nous qui sommes peut-être un peu contre la religion, nous ne sommes pas contre Dieu. Nous ne sommes pas athées. Ce sont des titres qu'on nous attribue, toutefois qu'on parle un peu de la religion, qu'on essaie un peu de critiquer les aspects qui définissent un peu mal la religion. Voilà. Oui, justement, qu'il faut peut-être bannir si vraiment nous avons besoin de la restauration africaine. Il faut donc bannir la religion. Bannir la religion, ce n'est pas dans le sens exagéré. Il est tout simplement question de mettre les mesures et de ne plus trop prendre compte de la religion, mais plutôt créer une conception, une doctrine dont tout le monde peut avoir l'occasion ou bien le droit de participer, sans parler de l'idée, des fois, des concepts de culture. Voilà, c'est comme ça qu'il faut marcher. Sinon, en partant de l'idée, par exemple, de supprimer Dieu, il est totalement impossible
il est totalement impossible. Voilà. Mais il s'agit de la religion, ou bien des religions, non seulement occidentales, pour bien être précis, mais aussi il s'agit des religions proprement africaines. Parce qu'on va voir, ce sont des religions qui luttent beaucoup pour la restauration des valeurs africaines, mais c'est pour leur culture, c'est pour sauvegarder leur culture. Maintenant, il faut aussi se poser la question de savoir, est-ce que ces cultures-là sont-elles réellement importantes? Aujourd'hui, lorsqu'on envisage encore un peu ce que faisaient nos ancêtres, est-ce que c'est vraiment important? Tant qu'on reconnaît qu'il y a l'aide suprême qui est là, tant qu'on reconnaît qu'il y a les lois de la nature qui sont là, tant qu'on reconnaît qu'il y a la justice qui est là, est-ce que c'est vraiment important d'être comme avant? C'est la question que nous devons nous poser. Ok, c'est bon, monsieur J, merci. Alors, dites-nous un peu, faire recours au passé, est-ce nécessaire, important pour la vraie renaissance? Si oui, quelle perspective proposez-vous? Voilà, très bien. C'est merveilleux en tout cas. Oui, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire vraiment recours au passé. Puisque je sais que tant que les époques changent, la mentalité humaine change, les choses changent, il y a l'évolution sur tous les plans. Sur le plan technologique, sur le plan littéraire, scientifique et autres. Nous le savons très bien. Nous sommes dans un monde aujourd'hui complètement basé sur la mondialisation, sur le modernisme. Que tout être humain ne va plus accepter de vivre comme vivaient nos ancêtres. Voilà, nous vivons une période complètement différente, que nous ne pouvons même pas avoir cette idée-là, cette initiative-là de faire recours au passé. Faire recours au passé, peut-être en parlant de l'historique, c'est très important parce que l'histoire, comme je la définis très couramment, c'est la boussole. L'histoire, c'est donc la clé, c'est l'aspect qui doit nous inspirer un futur meilleur. Lorsque nous nous canalisons sur notre histoire, sur notre historique, on voit qu'il y a des aspects, il y a des domaines qui n'ont pas intégré le bon sens. Alors là, nous pouvons changer les choses et cela va constituer une bonne révolution. C'est un peu dans cette perspective-là. Mais ici, nous nous canalisons un peu sur l'aspect matériel ou bien la façon de faire, le comportement, la mentalité, faire recours au passé, vivre comme vivaient nos ancêtres, comme vivaient ces anciens-là. Je pense que nous ne pouvons pas aller loin et nous ne pouvons pas parler de la Renaissance. Parce que pour parler non seulement de la Renaissance, ou bien des valeurs, de la restauration des valeurs africaines, il faut d'abord tenir compte de certains aspects, ou bien de certaines réalités. Aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple de la restauration des valeurs africaines, mais il faut prendre conscience. Nous sommes dans un monde où il faut faire l'intervention de la conscience, mais aussi de la sagesse. Par exemple, dans le domaine religieux, il y a des choses qu'il faut abolir, et il y a des cultures qu'il faut toujours sauvegarder. Tel qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la nature, nous savons que nous sommes des Africains. Les Africains font partie des peuples, justement, qui sont littéralement connectés avec la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas abolir ce genre de choses. Mais, justement, il y a des réalités de comportements qui ne sont pas importants. Voir, par exemple, prier les défunts, vous voyez, pratiquer de la magie. On savait très bien que l'Afrique aussi était basée un peu sur la magie, cette spiritualité-là obscure. Nous savons très bien l'historique qu'elle a. Voilà, donc il y a des cultures qu'il faut bannir. Non seulement dans ce domaine, dans le domaine religieux, dans le domaine, par exemple, philosophique, où on va envisager un peu la conscience, la mentalité. On ne peut pas vivre comme vivaient nos ancêtres. On ne peut pas nous adapter à cette mentalité primitive. Il faut que nous puissions adapter notre mentalité à cette période-là, à ce monde contemporain. C'est comme ça qu'il faut vivre. Voilà. Donc, comme perspective, c'est tout simplement de créer une conception populaire, une conception générale et aussi pertinente. Une conception qui peut permettre à l'Africain, à nous Africains aujourd'hui, de nous adapter facilement à ce monde-là. Parce qu'aujourd'hui, si je reviens encore là-dessus, parce que c'est très important, si on essaie encore de vivre comme vivaient nos grands-parents, avec ce monde-là, nous n'allons pas arriver. Là-dessus, je peux inscrire une inquiétude. Voilà. Ceux qui m'a posé la question de savoir, faut-il bannir, par exemple, les langues, les langues étrangères en Afrique? Moi, j'ai dit non, c'est pas important, puisque la langue, elle a été créée par Dieu, à la base. La langue n'a pas toujours été inventée, parce que c'est un mystère, et nous allons comprendre ça. Lorsqu'on voit, par exemple, la langue française aujourd'hui, ceux qui parlent plus de la Renaissance africaine, en cet environnement, là, justement, de bannir la langue française.
parce que c'est une langue coloniale, tout ça. Mais ça n'a pas de sens parce que c'est en matière de connaissances que nous allons apprendre que les langues sont importantes. Donc, nous apprenons tout simplement les langues pour avoir une connaissance large. À partir de la langue française aujourd'hui, on peut découvrir mieux. Alors, si on se canalisait uniquement sur nos langues véhiculaires ou vernaculaires, je pense que ça va aussi créer ce qu'on appelle par des limites en Afrique. Voilà. Toutes ces langues-là doivent être là, véhiculaires, vernaculaires, officielles. On peut toujours continuer avec ce rythme-là. Et cela ne nous empêche pas à évoluer, à être nous-mêmes, mais plutôt à bâtir une reconnaissance redoutable et solide en Afrique. Donc, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je pourrais d'abord m'arrêter. Ok, merci, Monsieur Idriss. Alors, pour clôturer notre discours, j'ai une dernière question à vous poser. En ce qui concerne la question sur la politique, qu'en dites-vous, monsieur? Très bien. J'ai dit ici au début que pour parler de la Renaissance, il faut justement qu'il y ait le domaine de la politique aussi. Certes, on s'est plus canalisé sur la religion, mais la politique aussi intègre. Alors, au niveau de la politique, qu'est-ce que je vais dire? Je vais plus m'adresser aux hommes politiques. Okay? Oui. Politiques, tous ceux qui sont chargés là-dessus. Voilà, il faut dire que si nous envisageons réellement la Renaissance africaine, il y a un aspect que nous devons mettre sur la table, qui doit nous gouverner. Cet aspect, on l'appelle l'union. Comme il n'y a pas d'union entre les pays africains, c'est impossible de bâtir une vraie reconnaissance, une vraie renaissance. Parce que je pense que les acteurs politiques ont ce pouvoir-là. S'ils décidaient ensemble, ils étaient sur la table et peuvent aboutir à une conception inédite et très efficace. Oui. Et très efficace. Aujourd'hui, par exemple, on voit avec certains pays, notamment la Burkina Faso et autres, vu leur collaboration, ça commence à aboutir progressivement en dehors peut-être de certaines idées qui ne sont pas encore à la limite d'être pertinentes, mais on voit quand même l'évolution. Et dans certains pays d'Afrique aujourd'hui, on peut déjà sentir l'odeur de la Renaissance. Donc, il faut parler tout simplement de l'union avant de parler du tout. Entre l'union, entre les politiques. Ok, d'accord, monsieur, merci. Alors, pour finir notre discours qui vient de prendre place aujourd'hui, est-ce que vous avez un dernier mot pour donner à la jeunesse africaine? Oui, justement, ça ne manque pas le dernier mot. Ce que je puis conseiller à mes jeunes frères africains, c'est d'abord de prendre conscience. En fait. Je pense que la conscience passe avant tout. Les jeunes Africains doivent s'adapter à une mentalité riche et se défaire de cette mentalité primitive, sèche et vite. Les jeunes Africains, justement, doivent se défaire de toute forme de culture qui impacte négativement. De toute forme de culture, voire surtout occidentale, parce qu'à partir de la nature africaine, on va voir qu'il y a l'harmonie, qu'il y a le respect. Aujourd'hui, lorsqu'on se canalise un peu, ou bien on s'attache un peu avec les rythmes, ou bien la conception occidentale, on voit que de plus en plus on déraille, sur tous les plans. En tout cas, sur tous les plans. Donc, la jeunesse africaine doit formidablement et radicalement prendre conscience, se défaire, se reconnaître en fait. Se reconnaître, les jeunes doivent se poser la question de savoir qui suis-je en tenant compte de notre monde. Ce n'est pas une façon de marquer un peu les différences. Je ne suis pas un roman qui parlerait de la différence, des peaux, de carnation. Ça n'a aucune importance. Okay? Mais ce qu'on envisage, c'est que nous puissions nous satisfaire aussi, que nous puissions jouir de ce que nous avons comme richesse, comme culture, comme connaissance. Nous avons beaucoup de potentialités ici. On peut aussi créer. On a une autonomie, justement. Donc, je voudrais tout simplement parler d'une chose qui va nous permettre de nous défaire de l'esclavagisme qu'on peut encore constater aujourd'hui. L'esclavagisme en Afrique demeure encore. Oui, oui. Mais c'est surtout dans le cadre mental. Même si on ne nous cherche pas avec le fouet, mais tant que mentalement, nous voulons, à tout moment, nous ne faisons que imiter. Là-bas, on a fait ceci, nous aussi, nous voulons. Alors que nous aussi, nous avons des faits. Et au niveau des bonnes choses, on n'évolue pas. C'est ce qui fait encore mal vis-à-vis de la jeunesse africaine. Donc, la jeunesse africaine doit prendre conscience et doit beaucoup contribuer aussi pour participer à la Renaissance africaine en créant
en mettant en jeu leurs idées. Parce que je pense que, comme dit ce proverbe, un village ne peut pas se construire seul. Même les politiques, justement, se sont des évolués dans le cadre un peu de l'intellectualisme et autres. Mais je pense qu'ils ont aussi besoin des idées. Donc, il faut que nous puissions collaborer. OK? Voilà, si nous associons nos idées, il n'y a pas la dissidence, je pense qu'on va aller là. Ok, merci, Dieu merci, messieurs, Dieu merci. Mes chers téléspectateurs, j'espère que nous avons tous noté ce que Monsieur Dieu merci vient de nous illustrer tout de suite. Donc, je vous remercie. Donc, à la prochaine fois.